Bertrand, tu fais des émules. J'ai vu que François de Rugy, l'illustre François de Rugy, quand même, pas n'importe qui, et Marion Maréchal étaient à peu près sur les positions d'Action Écologie dans la dénonciation du délire écolo. Oui, et alors si on réussit à la fin à marier Marion Maréchal avec de Rugy, alors pas devant le maire ou devant le curé, mais disons politiquement, ça sera un petit miracle, hein. Mais tu sais, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On a vu des choses incroyables, mais donc ça pourrait arriver. Donc effectivement, je voulais revenir là-dessus parce que je trouve ça intéressant. Parce que tu as deux personnages. Et le premier d'entre eux, c'est François de Rugy. Donc, petit rappel quand même, hein, c'est quelques éléments biographiques sur François de Rugy, parce que tout le monde ne le connaît peut-être pas. Puis il avait un peu quitté la scène depuis quelques mois. Puis on a tendance à oublier très vite les gens, en fait, dès qu'ils partent. Donc il est né en 73. Et alors figure-toi, pour information, qui vient, alors c'est aujourd'hui où on enregistre jeudi, là, je crois que c'est aujourd'hui qu'il vient de recevoir la Légion d'honneur remis par Édouard Philippe. Il a été ministre d'Édouard Philippe. Alors, il a eu une carrière politique à partir des années 90, début des années 90, où il a été dans le parti politique Génération Écologie. Alors, c'était le parti politique de Brice Lalonde, qui fut lui-même un écologiste politique historique de chez les Verts, entre autres. Et donc, il avait choisi ce parti-là contre le parti Les Verts à l'époque, qui était dominé par Antoine Wechter. C'est les deux figures un peu historiques de l'écologie politique en France, Wechter et Lalonde. Est-ce que Ah, il pour a mieux comprendre, on peut juste dire, est-ce qu'il y avait un parti qui était un peu plus à gauche que l'autre à l'époque? Alors, Wechter a toujours, quand il avait les Verts, quand il tenait les Verts, était sur une ligne l'écologie n'est pas à marier, donc ni à gauche ni à droite. L'écologie, c'est bien plus que ça, c'est une réflexion systémique, etc. Et Génération Écologie, c'est une bonne question. À l'époque, je pense qu'effectivement, c'était plus à gauche, mais Lalonde, après, a été. Tout ça, ce sont des gens quand même qui ont quitté le parti des Verts qui a changé de nom et qui sont devenus, qui ont rompu un peu avec des formes de l'écologie. Wechter, très clairement, était plutôt un homme, je pense, du centre ou de centre droit. Et Lalonde se rapproche aussi du centre. Et puis, tu sais, c'est un pro-nucléaire. Un pro-nucléaire. Donc, ces D'accord. deux personnages, finalement, à partir du moment où Wechter a abandonné le parti au profit, pas abandonné, a été battu par Voynet et par Cochet à l'époque, ça s'est ancré très clairement à gauche. Bon, bref, petit rappel historique. Mais donc, De Rugy était à Génération Écologie en 91. Après, il a été conseiller municipal à Nantes, c'est un Nantais. Et il a été élu député pour la première fois en 2007, grâce à un accord avec le PS. Donc, tu vois, ancré à gauche quand même. Et puis, réélu en 2012 chez Europe Écologie Les Verts. Il a quitté Europe Écologie Les Verts parce qu'en fait, c'est plutôt il se définit aujourd'hui comme de centre-gauche. Et c'est vrai qu'il a toujours eu même une allure particulière. Tu vois, je veux dire, les Verts, ça se reconnaissent, des gens qui sont chez les Verts, de par leur accoutrement. Je suis désolé, c'est l'habit qui fait le moine. Mais lui, tu voyais vraiment qu'il n'était pas tout à fait de cette famille, d'une certaine manière. Et ça se confirme un peu avec son parcours. Et donc, 2015, je disais, il quitte Europe Écologie Les Verts. Il a critiqué la dérive gauchiste déjà. Et donc, il s'engage en 2017 derrière Macron. Donc, tu vois, ça confirme qu'il était bien plutôt du centre. Et il a été ensuite élu à président de l'Assemblée nationale en 2017, on s'en souvient. Et puis, ministre de la Transition écologique et solidaire. Et il y avait eu cette fameuse polémique, tu sais, parce que Mediapart avait retrouvé des choses, des dîners qu'il faisait avec du homard. Enfin bon, tous les trucs habituels sont un peu pénibles. Mais bon, je ne voudrais pas revenir là-dessus. Parce que pour moi, c'est pas significatif, même s'il peut y avoir des excès, mais enfin, il ne faut pas non plus exagérer. Il y a des missions de représentation. Et quand tu invites quelqu'un à bouffer et que tu es président de l'Assemblée nationale, tu fais pas, je sais pas moi, bon, c'est la France quand même, tu vois. Bon, alors ensuite, donc il a quitté la vie politique le 22 mars 2022. Alors pourquoi on s'intéresse à lui? Parce qu'il a fait d'abord une tribune dans le Figaro qui est intéressante parce que c'est une tribune sur l'A69. Alors ça nous permet de revenir sur l'A69 où le juge administratif a mis fin finalement, a remis en cause l'intérêt public majeur, ce qui fait qu'il a cassé finalement la... Alors j'utilise peut-être pas les bons mots juridiques, vous m'excuserez ce qu'on appelle l'autorisation environnementale qui permet de déroger finalement aux règles
sur la préservation des espèces protégées et de leurs habitats. Hein, puisque quand on a un projet, ça c'est une directive de 92, quand on a un projet, eh bien, enfin, il y a des espèces protégées et donc leurs habitats sont protégés aussi et tu ne peux pas les détruire. Sauf que pour les détruire, tu dois avoir un projet d'intérêt majeur, public majeur. Bon, bref, et donc c'est ce qui a été remis en cause. Et De Rugy, en fait, dit que le juge, finalement, ne doit pas pouvoir remettre en cause cette décision. C'est le politique qui doit décider si c'est d'intérêt public majeur, et non pas le juge ensuite, une fois que la décision a été prise en plus, puisque 70% de l'autoroute a été construite. C'est ça qui est incroyable. Hein. Donc là, ils ont fait appel. Donc on ne sait pas quelle sera la décision finale, mais on risque de remettre en état le site tel qu'il était auparavant. T'imagines donc les milliards gaspillés, etc. Donc moi, j'ai pas de position particulière sur la 69, je connais pas le contexte. Avec Action Écologie, on n'a pas étudié spécifiquement cette question, mais il se trouve que les élus locaux, en tout cas, étaient pour sur cet aménagement et que la décision donc de l'intérêt public majeur avait été prise, si tu veux. Donc à partir du moment où une telle décision est prise et qu'on se met à faire une autoroute, je veux dire, il est complètement anormal qu'on revienne sur cette décision une fois que l'autoroute est quasiment construite. Enfin, là, on va dans des choses qui sont ingérables. Puisque, alors, il dit dans sa tribune d'ailleurs que, alors évidemment, les écologistes se réjouissent aujourd'hui, mais imaginons que demain, pour les mêmes raisons, soient empêchés des projets de fermes éoliennes ou de tramways, dit-il. C'est intéressant dans son cas, sauf que nous, on est contre les éoliennes et on s'en réjouit finalement quand les éoliennes ne sont pas construites, mais ça rejoint la réflexion que nous avons ici sur cette chaîne, effectivement. Et puis, donc, il cite aussi un propos des dirigeants de l'OFB. Alors ça, c'est vachement intéressant parce que ça, c'est exactement ce qu'on dit nous aussi. Alors je te cite, il dit qu'un jour, un des dirigeants de l'OFB m'a dit, lorsqu'on laisse une usine à l'abandon, en 2 ans, on y trouvera des espèces protégées. C'est exactement ce que je dis tout le temps. Des espèces protégées, il y en a partout. Et donc, forcément, vous allez détruire des individus appartenant à des espèces protégées. Parce que l'espèce en question, tu ne la détruis pas, hein, encore une fois. Donc, c'est comme si tu détruis un castor aujourd'hui. Ben, enfin, maintenant, sur l'espèce, ça n'a aucune espèce d'incidence, quoi. Surtout que le castor, il se porte vachement bien. Je te donne un exemple. Mais encore une fois, à un moment donné, les travaux avaient failli à être arrêtés à la 69 parce que tu avais une mésange bleue qui avait commencé à nicher dans un arbre. C'est délirant, quoi. J'adore les mésanges, j'en ai qui nichent sur mon balcon et je mets des nichoirs pour elles. Bon, mais donc voilà. Donc il donne cet exemple qui est un très bon exemple, effectivement. Et nous, c'est ce qu'on dit aussi. Donc il rejoint totalement nos positions, en fait. Donc c'est très intéressant de le lire, je vous conseille, elle est en accès libre, cette tribune. Et donc finalement, tu vois qu'il est pour la construction de cette autoroute et contre cette écologie qui devient totalement punitive et qui empêche les territoires de se développer. Et donc, alors, il lance aussi, et c'est pour ça qu'on le voit dans les médias, une nouvelle chaîne, une chaîne YouTube concurrente à l'écologie à l'endroit. Non, complémentaire, bien sûr. Il va falloir qu'on fasse des efforts, Xavier, là, pour... Je vais quand même préciser une Ouais, chose, c'est qu'eux font quelque chose qui s'apparente plus à du reportage, ouais, puisqu'ils sont allés, comment dire, à l'Assemblée nationale, machin. Voilà, ils montrent des images extérieures. Nous, on est plus sur l'analyse de fond. C'est pas tout à fait la ouais. même chose. Et puis, la chaîne de François de Rugy a une dimension plus économique aussi. Voilà. En fait, mais je pense, alors, la première vidéo qu'il a mis sur sa chaîne, alors qui s'appelle Et si l'économie sauvait l'écologie. Donc je pense que très vite, en fait, le problème, c'est qu'il va être très, très vite encombré par cette notion d'écologie. D'ailleurs, d'une certaine manière, un peu comme on l'est nous-mêmes. Hein. Je plaide pour que nous, on revienne à la notion d'environnement. C'est beaucoup plus simple et cohérent si on va avoir cette position. Mais donc, il le fait avec donc, cette chaîne avec un ex de TF1, un ex-journaliste de TF1 qui s'appelle Laurent Lesage. Et donc la première vidéo concerne les polluants éternels. Tu sais, on en a entendu parler énormément. Et il se trouve que Durugy, tu vois, tu dis c'est un écolo historique. Tu devrais dire, bah, il doit être complètement contre les... Alors, on les appelle les PFAS aussi. PFAS. Vulgairement, les PFAS. Et donc,
lui, tu te dirais, il doit être contre les PFAS forcément, puisque c'est un ancien ministre de l'écologie, en plus un ancien des Verts. Mais non, au contraire, il est en train de dire, attention, on est en train de détruire l'économie française en interdisant ces produits, quoi. Enfin, ces substances plutôt. Et donc, il fait un reportage à l'Assemblée nationale où il voit en fait que cette loi a été adoptée parce que tu as une campagne organisée par des organisations écologistes, dont la meneuse était Camille Etienne. On la voit d'ailleurs à l'Assemblée nationale dans le reportage. Mais le problème, c'est que en fait, c'est encore une fois des choses qui sont assez peu étayées scientifiquement. On se pose beaucoup de questions sur les PFAS, mais il y a assez peu d'éléments et surtout, il y a plusieurs types de PFAS. Donc, si on interdit tout comme on le fait aujourd'hui en France et non pas d'ailleurs dans le reste de l'Europe, etc., eh bien, on va encore, ça va être la même chose que sur les pesticides, on va surtransposer d'une certaine manière. Alors là, il n'y a pas de directive en Europe, mais voilà, on fait des règles plus importantes en France et on se prive de choses très importantes, hein. Alors, les PFAS, ils sont utilisés, par exemple, énormément dans le textile. Des kawaii, des choses comme ça, je crois, où ça permet d'être très efficace face à la pluie, au feu, etc. Notamment, tu as des joints. Tu as des joints qui sont utilisés dans l'industrie automobile ou dans les fusées Ariane ou je sais pas quoi, et bien qui sont très résistants parce qu'ils sont faits avec des PFAS. Et donc ces produits-là, évidemment, puisqu'ils sont hyper résistants à l'air, au feu, à l'humidité, à tout ce que tu veux, à l'eau, évidemment, ça va être des choses qui vont se dégrader assez difficilement dans la nature. C'est le pendant, c'est assez logique. Mais donc, voilà, on les retrouve aussi dans les cosmétiques, etc. Mais donc là, il y a une vision très, très négative et on va tout interdire du jour au lendemain. Et on a fait toute cette campagne pour faire peur aux gens, peur aux députés. Les députés ont reçu, d'après De Rugy, des milliers de mails. Enfin bon, voilà. Il y a toute une campagne là-dessus. Et donc, la loi anti-PFAS, anti-polluants éternels. Alors, ça fait peur, hein, les polluants éternels. Bon, bref. Et donc, voilà, un ancien écolo est en train, donc, est contre et pour la 69. Et pour résumer, il est pour les PFAS, il est pour les polluants éternels. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais tu vois le tournant de Rugy, qui est totalement similaire un peu à ce qu'on dit ici finalement. C'est que voilà, on ne peut pas tout interdire parce que sinon on va tuer l'économie et tuer notre capacité d'innover en fait. Et on va devenir, voilà, on va retourner au Moyen Âge. Donc voilà, c'est un tournant très intéressant. Il a eu le droit aussi à un article du Point de 3 pages. Alors j'espère que ça lui causera moins de problèmes que mon propre article dans le Point, hein. Mais je crois pas, parce que c'est un article très élogieux et où on parle de sa chaîne YouTube notamment. Donc voilà, vous pouvez aller lire ça aussi. Je crois qu'il est en accès libre aussi, l'article du Point sur De Rugy. Donc on lui souhaite bon courage et puis éventuellement, on pourra parler ensemble pour parler de toutes ces questions parce qu'on a une vision qui est assez proche finalement. Bah, s'il nous entend ou si ses équipes, nous entendent, l'invitation est lancée, Bertrand. Absolument. Il y a Euh, une autre personnalité politique, là qui prend des positions aussi intéressantes. Alors ça, c'est peut-être un peu moins surprenant parce qu'on n'est pas dans une personnalité connue, pour son écologisme radical ou autre. Mais certes. c'est Marion Maréchal donc qui a, fait une tribune, je crois? Oui, C'est dans ça? le, Vous en parlez un peu? oui, dans le JDD. Alors, elle l'a fait avec quelqu'un qu'on connaît, un ami d'Action écologique qui s'appelle Philippe Charlès, donc on le salue au passage. Il était présent Ah, au colloque, à ce colloque historique qui a eu lieu à l'Institut de France, dans les murs de l'Académie des sciences. On ne reviendra pas là-dessus, mais absolu quand même. le fameux colloque, où on n'a pas vu la journaliste de Mediapart. Par Ah contre, on oui, a vu c'est ça. Charles. Oui, on a vu Philippe Charlès, il était présent. Alors, c'est un ancien salarié de Total, hein. Donc voilà, est un spécialiste des questions énergétiques. Il y a un lien direct. Et donc aujourd'hui, il travaille, enfin, il est dans le bureau politique d'Identité et Liberté, qui est le parti qu'a créé Marion Maréchal après sa rupture avec le parti Reconquête. Elle est, au groupe ECR, donc European Conservatives and Reformists, c'est-à-dire les conservateurs et réformistes européens au Parlement européen.
Voilà. Et donc, ils ont fait un article intéressant parce qu'ils sont quand même dans une position de rupture, un peu comme nous, on l'est aussi. Donc, on est proche de Rugy finalement et quand même assez proche de ce que racontent Marion Maréchal et Philippe Charlès dans le JDD. Puisque j'avais fait, je fais remarquer une tribune dans le JDD où je parlais de ça il y a 6 mois, où j'avais fait qu'il fallait une politique de rupture et il y a des choses similaires qui se rejoignent en tout cas. Donc, il faut un appel pragmatique pour l'Europe et ils reviennent au début sur la décision de Trump de sortir des accords de Paris, en fait, en racontant que finalement, la croissance verte, c'est un malade en phase terminale, finalement, hein, celle qui est basée sur les voitures électriques, les panneaux solaires, les batteries, l'hydrogène, etc. Hein, ce qui devait amener la croissance en Europe, etc. Tout ça est en train d'aller droit vers l'échec. Et donc, il souligne que finalement, la position de Trump de sortir des accords de Paris n'est pas inintéressante parce qu'il n'y a aucun résultat probant des politiques anti-CO2 finalement. Et donc, politiques qui sont extrêmement dures, puisque, encore une fois, il faut baisser de 55% les émissions d'ici 2030. Hein. Autant se suicider tout de suite, comme je le dis toujours sur cette chaîne. Et donc, ils disent aussi, ils rappellent que les investisseurs privés sont en train de quitter notamment le renouvelable et tout un tas d'objectifs écologiques intenables, en fait. Un peu d'ailleurs de la même manière qu'ils sont en train de quitter les politiques woke les uns après les autres aux États-Unis. Il y a quand même un petit rapport entre les deux, mais ils ne parlent pas de ça. Voilà. Et donc, finalement, le pacte vert, c'est, disent-ils, se suicider sur l'autel de la vertu. Et je crois qu'ils ont raison. Et donc, il faut un virage radical, nous disent-ils. Et donc, on est d'accord. Et le premier point pour eux, c'est desserrer le rythme de la décarbonation. Donc, ça, c'est très important. Ils ont absolument raison. Ce rythme est totalement délirant. Nous n'y arriverons pas. Et nous allons tuer notre économie et nous allons détruire le pacte social si nous continuons ce rythme de la décarbonation. Donc là, vraiment, il faut soutenir leur position et c'est un des rares partis à le dire explicitement de cette manière-là. Et donc, ils disent aussi qu'il faut repenser les aides publiques qui sont trop centrées sur les énergies renouvelables et mettre les aides vers le nucléaire et ce qu'ils appellent la chaleur décarbonée, donc récupérer la chaleur. Alors, je crois qu'ils parlent des centrales nucléaires et puis tout un tas d'autres dispositifs où tu peux faire de la récupération de chaleur. Et puis aussi, je crois, la géothermie, etc. Je ne crois pas beaucoup me tromper, mais il faut relire ce qu'ils ont dit. Et enfin, ce que nous disons également, c'est que la seule politique qui vaille finalement, c'est l'adaptation. Même si je les critique un peu, parce que en fait, ils ont des positions. Alors, ils parlent de 2,7 degrés à l'horizon, etc. Bon, là, c'est un peu pour donner aussi des gages au système. C'est-à-dire que moi, j'estime que nous ne savons pas vers quoi nous allons, quelle sera l'ampleur du réchauffement ou quelles seront les conséquences en termes de pluviométrie, de je sais pas quoi, etc. Tout ça, c'est impossible à savoir. Donc, s'adapter par anticipation à un climat qu'on ne connaît pas par définition, qu'on ne connaît pas ce qu'il sera, c'est très difficile. Mais en tout cas, ils ont raison. Il faut s'adapter, mais encore une fois, les politiques d'adaptation au changement climatique, ce n'est que le nouveau nom pour faire des politiques de prévention des risques naturels. Voilà. Donc ces 3 points me semblent très pertinents et donc je trouve que c'est très bien qu'un parti les dise aussi clairement. Je pense quand même qu'ils sont proches de leur... alors, ils ne sont pas tout à fait alliés, mais enfin ils sont proches du RN, hein, puisqu'ils ont rompu avec Zemmour. Ils sont aujourd'hui proches du RN et le RN aussi a un discours très aphoristes sur la question du pacte vert, hein, parce qu'ils disent qu'il faut arrêter le pacte vert. Donc finalement, arrêter le pacte vert, c'est aussi desserrer le rythme de la décarbonation. Donc il y a quand même le RN aussi est pas loin à mon avis de ses positions, même si j'ai pas regardé dans le détail. En tout cas, c'est voilà, c'est une proposition qui est tout à fait solide, me semble-t-il. Donc je voulais souligner ces voilà, ces deux personnalités politiques qui pourront peut-être faire alliance dans l'avenir. Bon, enfin, sur les questions sociales, peut-être qu'ils ne seront pas d'accord. Oui, à mon avis, il y aura pas mal de choses sur lesquelles ils seront quand même pas d'accord. Il y a un peu de Tu as travail raison. avant. Alors, en parlant de personnalités politiques, du passé, on a, des nouvelles de Barbara Pompili. Eh oui, nous aurions aimé que ce soit une personnalité du passé, mais malheureusement, elle tient encore la roue. Et donc là, Madame Pompili, qui fut d'abord assistante de Yves Cochet, qui fut député lui aussi, et après ministre de l'Environnement,
Et donc, ministre de l'Environnement et non pas des ministres de l'Écologie. Et donc, après, elle a été donc, députée et puis ministre, puisqu'elle a rejoint aussi Macron, hein. Euh, et donc, elle a été aussi secrétaire d'État à la biodiversité. Bon, il se trouve qu'elle ne sait pas reconnaître une alouette des champs d'un pipi des arbres, mais bon, personne n'a les capacités. Tout le monde n'a pas ces grandes capacités-là. Et bon, bref, je pense qu'elle n'y connaît absolument rien dans la biodiversité, mais ça, c'est mon petit commentaire personnel, tout à fait gratuit. Donc, elle a été nommée, il faut que tu saches, conseillère spéciale, non, excuse-moi, ambassadrice à l'environnement. Alors, on se souvient de, tu sais, la Reine des Neiges. Tu te rappelles de qui était la Reine Oui, des Neiges? l'ambassadrice d'épaule. Oui, c'était Ségolène Royal. Ça m'a fait immédiatement penser à ça. Ça, c'était D'accord. vraiment un des meilleurs, d'un très très bon mot quand même. La Reine des Neiges était magnifiquement trouvée. Bon, elle n'est pas la Reine des Neiges, elle est la Reine de l'environnement. Alors, on voit quand même arriver ce mot environnement. Il faut dire que ambassadrice à l'écologie, ça aurait fait un peu tarte. Donc, c'est un poste qui existait déjà. Et alors, ce que j'ai compris, parce que moi, je t'avoue que j'ai un peu découvert ce poste à cette occasion-là, hein, c'est qu'en fait, elle est chargée de négocier finalement au niveau international, bah, enfin oui, de gérer pour la France toutes les discussions sur tout un tas de traités ou de sujets internationaux liés à l'environnement. Et donc, une de ses premières tâches, apparemment, va être une négociation pour qu'il y ait un traité qui soit juridiquement contraignant et qui va viser à lutter contre les pollutions plastiques. On avait traité ce sujet-là sur cette chaîne, le plastique, hein, à mon avis, qui est un super matériau, y compris pour des raisons environnementales, mais on ne reviendra pas là-dessus. Elle va être aussi en charge des échanges au sein de la Convention sur la diversité biologique, et puis aussi sur les financements, donc la sauvegarde de la biodiversité qui doivent être mobilisés d'ici 2030. Et puis, elle va aussi être dans, oui, le comité de pilotage, d'une certaine manière, de la première évaluation de la mise en œuvre de l'accord mondial sur la biodiversité. Donc, tu sais, c'est ce qui est issu de la COP de la biodiversité, puisqu'on va avoir la COP 17 dans quelques mois. Donc, elle va être chargée de ça. Bon, on aurait pu croire qu'on allait faire des économies dans ces moments un peu délicats que connaît la France, à l'heure où il y a des bruits de bottes en Europe où on a besoin d'argent, eh bien, on nomme ou on continue de nommer des ambassadrices à l'environnement. Bon, je ne sais pas si c'est très utile, mais c'est comme ça. Voilà, elle revient dans les affaires. Et elle l'était, alors j'avais appris, alors je ne sais pas si elle l'est toujours, mais conseillère spéciale au secrétariat général à la planification écologique. Tu sais, c'est ce truc-là, Antoine Pellion a démissionné, on l'avait dit sur cette chaîne, du Oui. secrétariat général à la planification écologique. D'ailleurs, je crois que personne n'a été nommé. Ah, j'avais proposé ma nomination, tu te souviens, Ils t'ont pas appelé pour encore? faire rigoler, parce que j'avais plein de pistes d'économie. Mais on ne m'a pas appelé, oui. Parce que je suis Ah là là, disponible, tu sais, j'ai été déchargé de mes fonctions à l'université, oui. si tu te rappelles. Je me souviens très bien de ça, de cette histoire Et relativement d'ailleurs, récente. je suis toujours disponible. Mais J'ai toujours pas de... ils t'ont pas. Le président ne m'a toujours pas renommé D'accord, j'allais président de justement te poser l'université. la question pour savoir, puisque beaucoup de nos sympathisants s'en inquiètent. Donc, Oui, tu as raison. Bah écoute, la situation est restée la même. J'ai fait un recours gracieux pour être tout à fait transparent, pour qu'on me redonne ce poste. Et il est très possible que j'aille un peu plus loin, mais je vous en parlerai. Donc voilà. Pour ceux qui m'écoutent de l'université, je les salue bien parce que maintenant je suis très suivi, figure-toi, ça me fait plaisir, bah oui, par tout un forcément, tas de gens. forcément. Et tu as dit, tu es passé la semaine dernière sur Frontières et tu as aussi annoncé que tu portais plainte en diffamation contre Mediapart. Ah oui, exactement. Porter Voilà. plainte, oui, oui, c'est une nouvelle aussi. Je ne sais pas si je l'avais dit ici, mais je Non, confirme que je porte voilà. plainte. Alors ça sera jugé dans je ne sais combien de temps. Mais voilà, vous pouvez relire mon droit de réponse qui est sur mon site personnel, bertrandalliot.com. Voilà. Et Droit de réponse à bah, Mediapart où on voit les éléments diffamatoires qui à mon avis, ils utilisent et éléments diffamatoires sur le fait que j'utilise des titres que je ne posséderai pas, qui ont été repris en plus par
les gens de l'université dans des communiqués de presse. Donc c'est vraiment quelque chose qui a marché finalement, puisque plein de gens ont cru que j'utilisais des titres que je n'ai pas. Donc voilà. Donc c'est On va très donc bien. ma réputation est entachée d'une certaine manière et ça a marché, quoi. Ouais, mais bah, écoute, c'est bien, c'est important de faire ces précisions et puis c'est important aussi de pas se laisser faire, hein, et puis d'annoncer, voilà que Oui, comme exactement. Écoute, on essaye, on verra bien, hein. tu as raison, la cabale a assez duré, il faut se défendre. Voilà. Absolument. Eh Soyons ben, combatifs. merci, Et merci d'ailleurs, beaucoup. soyez combatifs avec nous, mettez des Voilà, likes, et des abonnez-vous, partagez commentaires, cette vidéo et dites-nous dites-nous ce ce que que vous vous en pensez de pensez. De Rugy et de Madame Maréchal. Voilà, allez voir ce que les uns et les autres font. Allez voir la vidéo de Rugy, hein, ça peut être intéressant Oui, c'est aussi. intéressant, ouais. On y voit notamment Camille Etienne répondre à une interview dans l'Assemblée nationale et se faire dégager parce que seuls les députés ont le droit de répondre à des interviews dans l'enceinte de Ouais. l'Assemblée. Donc c'est assez drôle. Enfin, il y a des C'était un petit plaisir et en fait, voilà, on voit aussi l'activisme, c'est c'est insupportable, là. c'est ça, c'est un Alors petit elle, peu elle de a jackpot. gagné, non mais tu vois la force qu'ils ont quand même, Exactement. Mais ils ont bon, c'est beaucoup marrant. d'énergie. Enfin, allez voir, dites-nous ce que vous en pensez et puis on te dit à bientôt Bertrand. Ouais, à très vite.